je suis arrivé en Belgique le 30 mars 1957. Je voulais faire des études littéraires ou quelque chose comme ça quand j'arrivais en Autriche comme réfugié de Hongrie. Mais à l'Institut français, on m'a dit que ce n'est pas possible en France, puisqu'il y a 45 000 étudiants qui sortent des lettres, et on n'en a besoin que deux. J'ai dit, ça ne fait rien, ce sera moi. Un de deux, ce sera moi. Et il y avait dans l'antichambre un jeune homme qui disait, il paraît que chez les Belges, on peut faire la télévision. Alors je me suis dit, télévision, bon, j'aime bien l'optique, photo, etc. C'est un côté, mais l'autre côté, autour de la télévision, il y a quand même des trucs à écrire. Et donc je me suis dit, ça y est, je le prends. Je suis parti chez les Belges, Ville de quelle à ville? À Liège. Liège, voilà. Oui, puisque Oui. quand je suis allé chez les Belges pour dire que je voudrais faire de la télévision, euh, ma seule et unique restriction était que je voudrais aller dans une partie où on parle français. Et donc, je suis arrivé à Liège. Et à Liège, donc, le recteur a organisé une classe pour nous apprendre le français, puisque nous étions plusieurs et que nous ne parlions pas français. Et alors, un jour, le recteur arrive. Qui sont ceux qui vont faire de l'électronique? Personne ne s'est présenté, non. Comment? J'ai 9 noms, vous êtes 12, j'ai 9 noms et il n'y a personne qui se présente. Alors on a expliqué, non, 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 on veut faire la télévision. Ils nous regardent, mais c'est ça l'électronique. Vous devez faire un examen d'entrée à l'université en électronique. Bon, alors il nous a même en plus organisé une cour de maths avec un prof du NIF pour que l'entrée de cette fameuse examen d'entrée soit facilitée. Et alors sur les autres candidats, donc mes copains, étaient tous, qu'ils soient ingénieurs ou autres, la seule chose qu'ils voulaient c'est faire un peu d'études. Mais moi je voulais à tout prix aller vers les arts. Et j'étais le seul qui a été pris pour l'électronique. Alors là-dessus, perdu un peu dans la ville, je cherchais tout de suite s'il y a des trucs littéraires que je pourrais approcher. Et début de 58, j'ai trouvé qu'à l'université, il y avait un cercle interfacultaire littéraire, cercle littéraire interfacultaire. J'y suis allé, c'était des réunions un peu cucu, mais enfin, il y avait des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes filles. On était ensemble, c'était pas mal. Et là, il y avait une personne qui était un peu plus âgée que nous, qui s'appelait Francis Edlin, et qui plus tard faisait partie du groupe MU. Enfin, c'était un jeune homme très intéressant. Et en plus de ça, il y avait chaque fois quelqu'un qui lisait un texte à chaque réunion. Et le prof critiquait ce texte, critiquait, expliquait qu'est-ce qu'il y a bien là-dedans, etc. Et un jour, il y avait un jeune homme qui a lu un texte absolument moderne, un poème en prose magnifique. Et le vieux prof l'a descendu à mort, que ça vaut rien, c'est pas comme ça qu'il faut. Et évidemment, comme c'est l'habitude, les étudiants, ceux qui voulaient lâcher un peu le cul du prof, ils se levaient aussi et ils disaient pourquoi c'est mauvais ce texte, etc. Ça m'a tellement emmerdé que tout d'un coup, j'ai demandé la parole et je parlais à peine français. Et j'ai commencé à dire, vous comprenez pas bien, moderne, très bon français, littéraire, les images poétiques magnifiques. Bon, immense silence dans la salle. Mais après mon intervention, il y avait quand même un ou deux qui se levaient et qui disaient la même chose. Avant, ils n'osaient pas parler. Et Francis Edlin était là aussi. Il était aussi ceux qui, pour finir, trouvaient ça bien. Et à la fin de cette réunion, on est parti, les révoltés, on est partis ensemble. On a pris un verre et on a pris l'habitude de prendre un verre assez régulièrement. Ça a duré un an à peu près. Et là, on est sorti une revue qui s'appelait Dialogue. Une revue littéraire qui faisait tout de suite du feu en Belgique, puisqu'en Belgique, des trucs modernes
ne sont pas parus depuis des années. J'ai fait connaissance avec des Hongrois, des étudiants hongrois qui étaient intéressés par la littérature. J'ai fait connaissance à Paris avec ces gens-là. Je suis venu en stop de Liège en été. On s'est rencontrés avec certes Paul Nagy et d'autres. À Paris, là. À À Paris, Paris, parce oui. que je suis venu à Ah oui, Paris oui, oui. et j'ai vécu dans la cité universitaire. En plus, c'était assez amusant puisque j'étais dans une chambre où il y avait un tas de bouquins hongrois. Et quelqu'un qui frappe à la porte, j'ouvre la porte et il dit tu ne sais pas où est Babo, mais en hongrois. Et bon, j'ai répondu je ne sais pas, je me suis présenté, il s'est présenté, il s'appelait János Poroncs, que je connaissais très bien de nom puisque c'est un jeune poète. Et donc on publiait déjà dans de petites revues, mais on commençait à connaître les noms. Et ça a commencé ici, puisque lui, il est évidemment en rapport avec tous les Hongrois littéraires de Paris. Il me les a présentés, Paul Nagy, Laszlo Marton, etc. Et il y avait dans l'air quelque chose qu'il faudrait faire une revue en langue hongroise, puisque dans l'émigration et dans les Hongrois qui ont quitté la Hongrie, il y avait les anciens et les nouveaux, il n'y avait pas de mouvement, je dirais, moderne. Je ne parle pas encore d'avant-garde, mais même moderne. Moderne, oui, oui. Et nous, on avait 20 ans, on avait envie d'avoir un lieu où on peut publier les choses qui nous intéressent. Et c'est comme ça qu'on a commencé à Gamberger, qu'il faudrait peut-être trouver une solution, faire une revue ou quelque chose de ce genre-là. En même temps, en Hollande, il y avait chaque année une espèce d'université d'été pour les intellectuels hongrois d'Occident, où il y avait des grands noms qui sont venus, des musiciens, des penseurs, etc. Et nous étions invités souvent pour faire des soirées littéraires. Donc on a fait connaissance avec toute la jeunesse hongroise en Occident, d'Oslo jusqu'à New York, puisqu'on on s'est rencontrés comme ça. Et alors, donc, j'ai quitté Liège après avoir eu un diplôme intitulé candidat d'ingénieur. J'ai quitté Liège pour venir à Paris. 59, ça. Ça, c'était 61 en 61. Ah oui, automne. 61, oui. Et donc, je suis venu à Paris. Au début, c'était très difficile, mais enfin, j'ai trouvé des petits boulots. Et il y avait deux radios à Budapest. La radio française, qui avait une émission en langue hongroise, une demi-heure ou trois quarts d'heure. Et il y avait aussi l'Europe libre, euh, comme émission à partir de Paris. Et à chacun de ces deux radios, j'ai fait des travaux freelance, c'est-à-dire des interviews, des petits trucs. Je n'étais pas un membre entier, mais j'ai fait des choses en freelance, quoi. Et entre autres, par exemple, j'ai fait une interview avec Juliette Greco. Euh, et ce genre de choses, bon, m'apportait un peu, je vivais très très difficilement. Et donc je suis arrivé en automne, en octobre 61, et en avril 62, la revue Atelier hongrois est sortie. C'est-à-dire, on avait à Paris, on avait un café, le Celtic, rue de Seine, où se retrouvaient tous les jeunes artistes hongrois qui étaient aux Beaux-Arts, qui venaient souvent midi pour manger un sandwich, boire un café. Et puis, pour finir, ce café est devenu un peu un lieu de rassemblement. Et donc, on a fait connaissance avec pratiquement tous les jeunes Hongrois qui s'intéressaient à l'art, à la littérature, des peintres, des sculpteurs. Entre autres, il y en avait un qui s'appelait Patkai, avec qui on est en très bons termes. Et d'ailleurs, à un moment donné, en 62, je crois, il a eu un prix. Et après, il y avait le Biennale de Paris. Il avait eu un prix de Biennale de Paris. Et à ce moment-là, il y avait d'autres, par exemple, les architectes qui
aussi suivaient le Beaux-Arts, suivaient des cours aux Beaux-Arts. Les architectes étaient les riches parmi nous, puisqu'ils ils appelaient ça la charrette des boulots. Bon, quand il restait quelques lignes à tirer, etc., on les prenait. Vis-à-vis de nous, ils avaient une richesse extraordinaire, puisqu'ils avaient, mettons, 700-800 francs. Et nous, avec 300 francs, on vivait le mois. Et donc, quand on a pensé de faire la revue, la première chose, c'était de voir ces gens-là. Est-ce que vous pouvez, dès le départ, prendre un abonnement de 2-3 ans? Et ils étaient assez gentils, assez réglo, ils nous ont donné de l'argent. On avait le jeune homme enfin, avec qui j'ai rencontré la première fois à Paris, dont j'ai parlé tout à l'heure, János Poroncs, était du même village que Antaï, le peintre Antaï. Alors, János Poroncs était aussi un des rédacteurs de la revue Magyar Műhely. Il est allé voir Antaï pour soutirer un peu d'argent. Il a fait 2 ans d'abonnement et puis ça s'arrêtait là. Puisqu'il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire après Joyce? Et ça nous a tellement pesé sur le ventre, qu'est-ce qu'on veut faire après Joyce? Non, ce qu'on veut faire, c'est nous. Et donc, la revue est parue le 1er mai 1962. En hongrois. En hongrois Voilà. et à Paris. Voilà. Nous étions des réfugiés. Voilà. Puisque tous, par exemple, Paul Nagy a été condamné à mort. Eh oui. Et moi, j'étais cherché par la police politique. Donc, nous étions... Tu avais fait ton service là-bas en Hongrie? Non. Non. Ah voilà, justement ça, la question. C'est l'âge qui m'a sauvé. L'âge, oui, tu avais quel âge? Même pas 20 ans. Je suis allé chez le directeur qui me dit, je regarde vos papiers, vous avez posé des problèmes partout en disant que vous avez mal aux pieds, mal aux jambes, etc. Et les médecins disent partout que c'est peu probable. Ça veut dire que vous ne voulez pas venir ici? Il dit tout simplement, oui, je ne veux pas venir ici. Et j'ai eu de la chance que ce bonhomme dit, bon, mais d'accord. Et il m'a donné un papier d'opshit, je peux partir. À peine je suis sorti de là, bon, 4 semaines après, il y avait la révolution. Donc, heureusement que je suis sorti, puisque ceux qui ont C'est-à-dire resté... les chars dans la rue, c'est-à-dire les chars soviétiques. Oui, en octobre 1956, j'étais à Budapest en tant qu'ouvrier. Et le soir, en rentrant, déjà dans la journée à midi, on entendait dans l'usine qu'il y a quelque chose à Budapest, puisque c'était un peu, pas en dehors, mais comme si c'était un Montrouge, mettons. Et qu'il y a quelque chose à Budapest, puisque ça crie, ça hurle. Et arrivé le soir en bus près de chez moi où j'habitais, eh bien, il y avait la foule, et qui hurlait les Rousskis à la maison, on ne veut pas des Russes, etc. Bon, je me sentais tout de suite bien, j'ai pris la marche avec eux et on est allé dans la plus grande place de Budapest où il y avait un statue de Staline qui faisait 8 ou 10 mètres de haut. Et donc, il y avait au moins 100 000 personnes. J'ai assisté à Déboulonnage? Non, pas Non. des boulonnards, on a coupé les pieds. Et j'ai assisté quand Staline s'était allé par terre, quoi. Et j'étais parmi ceux qui ont essayé de tenir la foule pour que quand ça ne tombe pas sur la foule. Mais déjà, là, on entendait à la radio, on tire. Et en plus de ça, il y a un ministre de l'époque qui a fait le truc radio, enfin il a parlé à la radio en disant que ce sont des fascistes, c'est-à-dire nous. Alors là-dessus, direction radio. À la radio, c'était déjà carrément, les mitraillettes, ça cracotait, ça. Et donc, la première chose, c'est qu'on essayait de savoir qu'est-ce qui se passe. Il s'est avéré que les jeunes étudiants de l'université voulaient faire lire les 12 points qu'ils avaient comme désir
en demandant au gouvernement qu'il fasse ça. Et la radio ne voulait pas lire. Et c'est là-dessus que ça a chamaillé, et puis pour finir, c'est devenu la guerre, tout simplement. Je suis retourné un peu plus tard, un mois plus tard, à l'usine. Et à l'usine, les autres copains avec qui je travaillais à Budapest, ils sont rentrés, ils restaient à Budapest 2, 3 jours et puis ils sont partis. Mais pendant ces 2, 3 jours, le soir, puisqu'on habitait évidemment dans le même hôtel, on s'est vu et ils m'ont toujours demandé qu'est-ce que tu as vu. Et j'ai vu énormément de choses et j'ai raconté. Donc ils m'ont pris un peu comme si j'étais un héros, une espèce de légende. Ils ont même inventé que j'ai vu Imre Nagy, que je n'ai pas vu bien sûr. J'étais un petit rien du tout là-dedans. N'empêche que les copains disaient ça à l'usine. C'est pour ça que la police politique m'a cherché. Et bon, alors, après, j'ai pas pu faire autrement, j'étais obligé de sortir, donc quitter la Hongrie, puisque si la police politique m'attrape, c'est sûr que j'en ai pour un certain nombre d'années. Voilà. Et donc j'ai quitté la Hongrie, je suis arrivé en Autriche, j'ai dit tout à l'heure d'Autriche, je suis allé en Belgique, de Belgique je suis venu à Paris. Paris, et là, 62, là j'ai pris racine, ouais. On avait la revue, et puis on commençait à tâtonner sur la vie littéraire parisienne. Là, ce serait bien peut-être qu'on aborde la question quand même qui nous concerne vraiment tous les deux, et pas seulement tous les deux d'ailleurs, hein, toute l'Europe et aujourd'hui, c'est quand as-tu pris conscience, non pas de la modernité, parce que là nous sommes en plein dedans, mais de l'importance des avant-gardes. Voilà. Alors là c'était à la fin des années 70, puisque les années 70, non, à la fin des années 60, puisque les années 60, au début, on a fait la revue, ensuite, on commençait à saisir ce qui se passe, et c'est là on s'est rendu compte qu'il faut aller vers un modernisme plus fort. Et c'est là où, par exemple, quand on a créé la revue d'atelier, on était déjà, on se considérait comme des avant-gardes, puisque la revue d'atelier, donc, est née, puisque pour Nagy et moi, nous avons trouvé un boulot dans une imprimerie, tous les deux. Le directeur de l'imprimerie, c'est un poète roumain réfugié qui s'appelait Ioan Cușa, qui nous a pris dans son usine comme compositeur. Alors, vous avez appris. Vous avez appris là. On a appris à ce voilà. moment-là. Ah oui, ça y est, voilà, l'expérience. Enfin, l'expérience typographique commence là. Quand hein? on avait la revue en 62, oui, et puis vers 65, on a vu que si on veut garder, continuer la revue, il faut trouver des solutions. Et une des solutions, on apprend l'imprimer. Et on est dedans et on le fait. Alors on s'est inscrit à l'aide d'un ouvrier qui était assez haut placé au CGT, on est inscrit dans une école de CGT pour les compositeurs en plomb. Et dans l'imprimerie Berezniak, on a trouvé, Berezniak nous a donné de boulot pour la nuit, dès que nous avons terminé notre petite étude. Et puis à ce moment-là, avec Nagy, nous avons acheté une machine de composition et on a loué un petit coin chez Berezniak pour notre machine. Donc on a travaillé dans la même imprimerie que Berezniak, mais sur notre machine. Pour votre revue. Et pour faire la revue représentait pratiquement rien. Nous avons surtout intérêt d'avoir des boulots de Berezniak. Et alors c'est là qu'on s'est rendu compte que Berezniak ne voulait pas que ses ouvriers touchent aux francs-maçonneries, puisqu'il était un grand imprimeur de franc-maçonnerie, et il nous a donné tous les boulots de francs-maçons, puisqu'il croyait que nous sommes francs-maçons, à cause de l'atelier. Puisque chez eux, il y a les travaux d'atelier. Alors, incroyable ça. Alors donc, la nuit, on a bossé pour Berezniak, puisque le premier numéro, c'était
en 67 par là. Nous avons travaillé là-dessus pendant au moins 3 semaines ou 4 semaines. Et puis, 2 ans après, pour faire la même chose, il fallait 2 jours. pour, puisque, bon, au début, il fallait apprendre, et puis le plomb, c'est pas facile, et puis ça, c'était était encore en plomb. L'offset était encore uniquement photographié, enfin, c'était pas du tout. Et donc, à ce moment-là, on a acheté une machine, et puis en 68, on a coulé. Puisqu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de commande. Mais on a coulé pas très mal, puisque c'est Bereznia qui était derrière nous, et il a pris la machine. Nous avons pris le caractère. Et entre-temps, on a fait 2-3 petits travaux pour Johan Couchat, pour ce Roumain. Il s'est avéré qu'il avait une imprimerie à Corbeil, mais il n'avait pas de composition. Donc il nous a pris pour faire la composition, c'est-à-dire installer une machine et tout le reste, pendant 1 an et demi avec un salaire très bas. Et puis après, on était des ouvriers normaux. Et on arrivait avec, puisqu'il était copain, il était un de nos copains, on arrivait avec lui mettre au point que Paul Nagy travaille une semaine et la semaine suivante c'est moi, sur le même boulot. Et puis de nouveau, Nagy, c'est-à-dire on travaillait une semaine sur 2. Mais on avait la clé de l'imprimerie dans la poche et on pouvait utiliser tout ce qu'on voulait. Donc du papier, du film, etc. Ah, ça, c'était le mécénat vraiment très gentil. Et donc, et c'est un très bon copain. Malheureusement, il est mort à 75, pas 80. Enfin, il est mort assez relativement tôt. Mais il a eu la gentillesse de demander à ses copropriétaires de l'imprimerie de nous garder exactement avec le même statut qu'avant, c'est-à-dire une semaine sur 2. Et donc j'ai travaillé à l'imprimerie jusqu'à l'âge de la retraite, comme ça une demi-temps, et j'ai quitté l'imprimerie avec une retraite, bon, petit, mais enfin, quand même quelque chose. Donc tu arrives par la pratique en fait. Par la pratique de la poésie visuelle. De la poésie visuelle, voilà. Important. Et la pratique de la typographie traditionnelle, et comme tu l'as dit, ça c'est très bien ça aussi. On te dit il y a des règles, et toi tu enfreins ces règles. C'est ça. Voilà. Ça, par exemple, un exemple. Oui. Dans la règle typographique, si tu me composes un poème, il faut prendre le plus long vers, mettre ça au milieu de la page, et tous les autres vers doivent être alignés à gauche. Si le plus long vers est très long et tous les autres sont tout petits, tu auras, le livre tombera à gauche puisqu'il y aura un tas de petites lignes ici et une seule qui va jusqu'à l'autre. Mais par contre, si ce poème est plus long qu'une page, tu auras des pages qui n'auront qu'à gauche, mais tout à fait à bord, un petit truc vertical mal foutu. Bon, ça nous a mis hors de nous. On a demandé à M. François, il s'appelait François, notre metteur en page, il a dit, il n'en est pas question, on fait ce que le typo demande, point. Ce n'est que votre idée que ça tombe à gauche. Bon, et alors, on s'est rendu compte qu'il y a un centre optique, un axe optique, et que c'est cet axe optique qui compte, c'est pas la page. Enfin, tout doucement, on a avancé comme ça. Et alors, si tu veux, nous avons réfléchi beaucoup sur l'histoire du livre à notre époque. On s'était dit que, voilà, si un écrivain écrit un livre, actuellement 70-72, il écrit à la main ou à machine à écrire, et puis il laisse l'éditeur et le typographe de décider l'image du livre, extérieur et intérieur compris. Pour nous qui commencions à donc fabriquer des pages, etc., très compliquées et très différentes, on s'était dit, mais l'idéal, ce sera que l'écrivain fasse même la mise en page finale et les poèmes visuels là-dedans, etc. Et l'éditeur n'a qu'à multiplier la chose et vendre.
Mm. mais pas de dire que il faut faire ça ou il faut faire ça. Et donc, pour qu'on y arrive, pour que l'écrivain puisse se rendre compte, il faudrait que l'écrivain vienne un peu à l'imprimer. Alors, je crois que le premier c'était Jacques Rouault, on lui a dit on veut bien publier un tel livre, si tu viens à l'imprimerie travailler avec nous un peu. Et comme ça, on avait la clé de l'imprimerie, samedi et dimanche, on pouvait y aller, il n'y avait personne. Et Roubaud a joué le jeu, il est venu, il était aux anges. Par exemple, quand il a vu la sortie des épreuves, tu sais, on tape, etc. Et la première chose, c'est pour voir ce que tu as fait, tu fais une épreuve. Ben, il était aux anges. C'est extraordinaire. Il pouvait demander un petit truc. Vous ne pouvez pas faire. Si, si, si. On a retapé. Vraiment, il était un de ses meilleurs livres, Le Mesurable. Oui, mais à cette époque-là, est-ce que tu avais conscience déjà du coup d'Anne Mallarmé? Pas Non, encore, hein. non, 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 c'est non, c'est un non, peu non, plus ça. tard, hein. Vers 76, il y avait Voilà. entre-temps le cercle polyvalent, si ça te dit Oui, quelque oui, oui, chose. Le absolument. cercle Oui, oui. polyvalent, c'était à l'INA. Oui. Et c'était assez intéressant des réunions. On y est allé régulièrement et même à partir d'un certain moment, j'ai donné plusieurs conférences là-bas, par exemple, sur la poésie visuelle. Et il y avait une jeune femme qui s'appelait Mitsurona, qui est un grand spécialiste de Mallarmé. Et un jour, elle est venue écouter, on est absolument sûr et certain que Mallarmé, que le coup de dé n'a jamais été imprimé comme Mallarmé le voulait. Vous êtes des visuels, moi je suis spécialiste de Mallarmé, mettons-nous ensemble et essayons de trouver ça. D'abord pourquoi et comment, et ensuite peut-être en faire un exemplaire. Alors on a commencé à travailler, pourquoi et comment. On s'est rendu compte, par exemple, je prends un exemple, que Mallarmé ne voulait pas, enfin quelque part, sur une épreuve, il a écrit, je vous ai bien dit de ne pas faire de couverture. Alors, on a regardé pourquoi et comment, puisque par contre, je connaissais très bien l'imprimerie à l'intérieur. Si un client te donne quelque chose, tu essaies de donner des épreuves jolies ou même faire un petit dessin là-dessus, ou un dessin ou quelque chose pour que le client le prenne mieux. Et alors, un jeu d'épreuves, Mallarmé a fait 14 jeux d'épreuves d'un coup de dé. C'est-à-dire dans la durée, bien sûr. Et vers le cinquième ou sixième, il y avait un jeu de preuve que l'imprimeur lui a amené avec une couverture de papier bleu clair. C'est-à-dire qu'il voulait faire un geste pour que Mallarmé puisse mieux voir. Et moi, je vous ai dit que je ne veux pas de couverture. Alors on a commencé à chercher pourquoi. Et on a trouvé. C'est puisque l'original de Mallarmé était composé de 24 pages. On ne pouvait ni y ajouter ni y retrancher, puisque le coup de dé, si on prend 2 dés de jeu, on fait toutes les possibilités, le 1 avec le 1, le 1 avec le 2, le 1, on a 21 possibilités. Sur les 24 pages, comme par hasard, il n'y avait que 24 pages, il n'y avait que 21 imprimés. Si tu y ajoutes une couverture, il n'y a plus 24 pages, il y a 26. Donc ça tombe à l'eau. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas de couverture. Bon. Enfin, il y avait par exemple, on s'est rendu compte que Mallarmé a écrit ce poème un petit peu pour la mort de l'Alexandrin. C'est dit nulle part, sauf à un seul endroit, il parle du maître. Et tout le monde pensait que c'est Victor Hugo. Non, non, c'est l'Alexandrin. Et aussi, par exemple, les pages. Il y avait 36 lignes par page, même si c'était des lignes blanches, enfin, il y avait toutes les pages 36 lignes. Les types de caractères, corps 12, corps 24, corps 36, corps 48. Comme par hasard, ça aussi c'est un multiple de 12. Il y avait le milieu, c'est 12 pages, 12 pages. Il y a comme si en haut à gauche et comme si en bas à droite.
enfin, ce genre de choses Une construction complète. complètes, Voilà. absolument, et on s'est rendu Voilà. compte et on commençait Une à partition. déblayer, par Oui. exemple, il avait des, des- des parties de phrases en majuscules et d'autres parties en minuscules. Si tu prenais que des majuscules, ça donnait un très beau vers. Que des minuscules, ça donnait un autre vers. Mais tu pouvais les lire ensemble, ça donnait encore un beau vers. Donc ça, tout ça, c'était pas... Puisque tout le monde, tous les critiques, les gens, des profs d'UNIF, etc., qui en parlaient, ils parlaient d'une constellation. Et là, pour moi, c'est fumeux, quoi. Et c'est sorti en 1980. En sortie en 1980. Exactement. Et donc là, ça, on peut dire, c'était Mallarmé a été euh, l'origine véritablement du laboratoire définitif. Non, On peut dire c'est-à-dire non. l'aboutissement. Non, mais l'aboutissement, tu veux dire? L'aboutissement. Non, ou l'agrandissement, l'expansion de ton laboratoire. Les réflexions que tu te posais sur l'armée. Bon, si tu veux, c'était Je quelque chose, dis la même c'est à chose, partir de là qu'on Voilà. on est devenu connu. Mais Voilà. on était, à partir de 75, Voilà. à peu près, on était dans la même disposition, on avait la même approche des choses. Oui. J'ai dit tout à l'heure qu'en 80, tu as déjà l'éventail, le livre visuel, poésie à mots, poésie action, sonore. Et c'est le début, je pense, ça aussi, où tu fais tes combinatoires, tes combinaisons cybernétiques. C'est vers là que tu À commences. partir de 84. Oui, c'est donc vers là, c'est vers là. Oui, L'autre phase, là. c'est ça. Explique-nous un peu, là, justement, pour ça. Ça, c'est plus difficile pour les Français, Ben, la poésie cybernétique. j'ai toujours été très intéressé par la visualité des choses. J'ai commencé par la photographie. J'ai fait des diapos, énormément de diapos, et j'ai des pièces. À l'époque où on faisait encore des diaporamas avec magnétophone et réglé avec le magnétophone les changements, etc., j'en ai plusieurs pièces comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de photos. Sur ces photos-là, de temps en temps, je voulais qu'il y ait du texte. Comme à l'imprimerie, je pouvais faire des textes sur des films, et je découpais le film, je mettais dans le diapo. Et donc, à partir de là, j'avais des poèmes visuels sur diapo. C'était en 77, je crois que Globocar, oui. Globocar avait une pièce intitulée Carousel, oui. qui a été commandée par le Festival international de Zagreb. Et c'est une assez grande pièce avec beaucoup de musiciens, et Globocar m'a trouvé et m'a demandé de faire la partie diapo. Mais que ce soit aussi créatif. Ce n'est pas un accompagnement, mais c'est une œuvre à l'intérieur de l'œuvre. Et donc j'ai fait cette œuvre qui a été présentée à Zagreb, avec 2 tours de diapos projetés sur des immenses écrans, avec de la poésie visuelle, si tu veux. Et donc c'était en 77, et je considère que déjà là, j'étais un poète visuel complète. Oui, donc tu ouvres complètement la page, tu passes de la page à l'espace finalement. Hein. Quand l'ordinateur est arrivé, au début des années 80, Ah oui, 80, ben oui. ma première problématique était ceci: est-ce que on pourrait s'arranger quelque chose avec cette machine comme avec un appareil photo? Tu ne pensais pas que l'ordinateur pourrait programmer? Non, au début, tu ne pensais pas à la programmation? Au début, ce qui pour m'intéresse, c'est la programmation de la... Au début, oui, c'est les images. les images, d'accord. Tu ne pensais pas à la programmation ou bien le texte qui était sur l'écran, que oui. je pouvais mettre un peu n'importe comment. Voilà, voilà. Ma sœur, qui est une prof de maths en Hongrie, en 83, pendant l'été, m'a demandé dans une lettre de lui amener un petit ordinateur. À l'époque, il y avait un qui s'appelait ZX81. Oui. C'était un Sinclair. Et qui était un ordinateur pas plus grand qu'une boîte de cigares. Ah oui, c'est avant les Atari? Non, à l'époque des Atari. Juste avant les Atari. Avant. Il fallait le connecter à la télévision. Bon, c'était assez compliqué. J'ai acheté ça pour ma soeur. En plus, elle a fixé qu'elle veut ça. Pas plus grand, pas haut. Alors, je l'ai acheté en été et je suis allé en Hongrie pour Noël.
Donc j'avais quelques mois avec l'ordinateur à côté de moi. Et il y avait un magnifique livre de travail avec. J'ai commencé à lire et il expliquait comment En faire. français. En français, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Comment il Tu expliquait. l'as gardé, j'espère. Je crois que je l'ai. Ah, c'est important, ça, pour l'histoire. Hein. Comment Hein? on peut faire Oui. des programmes. Formidable, ça. Alors, oui, voilà, oui, les programmes. les petits programmes, au début, les petits programmes, je faisais des jeux pour moi. Oui. Et puis, je trouvais ça amusant. Je commençais à le faire dessiner avec un programme. D'ailleurs, à cette époque déjà, la revue Modior Mureille était vers le numéro 72. Ah oui, on oublie de dire qu'il y avait la revue d'atelier en français et la revue en hongrois. Mais en hongrois, c'était pas la même chose. Non, C'était on autre chose. voulait la Hein? Oui, no- ça, on notre n'a pas dit idée, ça. ça aussi, c'était Oui. comme nous vivons dans Oui. deux cultures, Oui. on a trouvé, je suis toujours convaincu, que quand il y a le côté français, je suis français. Quand il y a le côté hongrois, je suis hongrois. Je ne mélange pas. Je ne veux pas traduire du hongrois Ah en oui. français, du français en hongrois. Quand ce sera la nécessité de le faire, puisque à partir d'un certain moment, ça devient nécessaire, puisqu'on a envie de l'avoir en français, ou on a envie de l'avoir en hongrois. Donc à ce moment-là, on traduit. Mais sinon, l'approche culturelle générale, c'est que j'ai un poème hongrois, on traduit en français. Tu as un poème français, on traduit en hongrois. Ça, c'est une approche culturelle qui est universitaire et qui n'a rien à voir avec l'art pour moi. Donc je suis, d'une manière générale, contre la traduction. C'est-à-dire, quand tu fais en hongrois, c'est une œuvre avec le hongrois et en français avec le français. Et c'est Ah, ça. sur le visuel, oui, parce que tu travailles sur le visuel, sur la mise en page, sur la Que ce soit typographie, visuel surtout, pas ou visuel. sonore, etc. Tu ne peux pas faire le transfert. Donc, C'est impossible. Je ne fais pas. Puis c'est impossible. Dans certains Puisque cas, c'est lié impossible. Mais écoute, au son, à la langue. j'ai écrit beaucoup de prose aussi. Oui. Mais la prose aussi, je considère que c'est du hongrois et c'est pas du français. L'environnement n'est pas français. Oui. Donc. Mais par contre, la même chose en français. Donc je m'en fous ce qu'il y a de l'autre côté en hongrois, ça c'est français. Et je pense, j'ai un sac français rempli de choses. C'est rare, hein, tu es double, tu es complètement double. Absolument. Absolument double. C'est Absolument, très rare, ça, absolument. justement. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas jusqu'ici de livre en français. Oui. Actuellement, je suis sur le point d'en faire un, mais d'une manière générale, si tu veux, par exemple, j'ai déjà 2 romans publiés, le 3e est en train de se fabriquer chez l'éditeur déjà. Ça donne un milieu tellement hongrois, où un texte, la musique de la langue dans un de mes livres, moi je considère que c'est très important. Moi, je ne peux pas traduire, puisque je ne suis pas assez fort en français pour traduire celle-là. Quelqu'un qui est plus fort en français que moi, il n'est pas assez fort en hongrois pour saisir la musique. Bon, donc, oui, pour inventer en français une musique, voilà, bon, bref, très rare, hein. bref, donc l'ordinateur, j'ai eu Oui. cette petite Oui. merveille dans la main. J'ai appris à programmer d'une manière des choses très simples. J'ai fabriqué des petits jeux pour moi. J'ai fabriqué d'abord un truc de loto. Je faisais tourner ça donnait des chiffres. Bon. Alors, donc, la chose suivante, c'est que je suis revenu à Paris et peu de temps après, j'ai acheté un Amstrad. Voilà, l'Amstrad. Voilà. Un Amstrad qui était à l'époque l'ordinateur familial le plus connu en France, avec une autre marque. Enfin, deux qui étaient à peu près équivalents l'un à l'autre. Oui, c'est 83 ça, 84. 84, c'est ça, oui. Et dès que j'avais l'Amstrad, donc j'avais beaucoup plus de possibilités que sur la petite. L'Amstrad avait un écran aussi. Et bon, là, j'ai commencé à travailler dans le temps qu'il y a mouvement, puisque ce qui était nouveau, c'est ça. Oui. Là, j'ai commencé à calculer avec le mouvement en plus. Par exemple, il y a un texte qui est lisible dans les deux sens. Je le fais écrire sur l'écran, le public lit évidemment dans le sens normal. Et puis je fais un petit bruit et il y a une lettre qui tourne. Le public
ne trouve ça toujours rien, c'est amusant. Un autre clic, et puis un autre lettre qui tourne. Et puis tout d'un coup, toutes les lettres sont tournées, le public se rend compte que c'est lisible comme ça aussi. Si tu as une Oui, image dis-moi. et tu as une petite lettre A, Oui, oui. assez petite, en image, Mm. tu agrandis en image, là tu auras des pixels grands comme ça. Mm. Quand tu utilises le post-script, c'est ça l'équation mathématique, l'équation mathématique pour le petit a, c'est la même que pour le grand A. Et le pixel sera aussi petit qu'avant, puisque le pixel remplit tout ce qui est à l'intérieur de ces lignes-là. Ouais. Donc, un pixel d'un tout petit truc, c'est des petits minuscules pixels, c'est ces mêmes pixels qui remplissent le grand aussi. Et donc, sur le grand, tu n'as pas d'escalier, si c'est post-script. Donc, Mm. Oui, si, pour si, moi, c'est il y a important. des lettres et des images. Si, si, c'est important ça. Et donc, j'ai commencé à programmer à ce moment-là, tout en ayant en tête l'idée de programmer des choses qui se suivent et qui sont poétiquement acceptables. Et j'ai fait une pièce de 7 minutes à peu près, puisque l'ordinateur, au point de vue mémoire, était minus. Et donc, à cause de ça, j'étais obligé d'apprendre à programmer avec ce qu'on appelle le langage machine, qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus difficile, qui n'a pratiquement rien à voir avec un simple programmation. C'est puisque le langage machine prend 100 fois moins de place que la programmation normale. Parce que la programmation normale, tu as un tas de trucs. Par exemple, pour écrire un mot quelque part sur l'écran, tu dois signaler où ça commence, à quelle hauteur, etc., quelle grandeur. Bon, tout ça, ça prend des lignes et des lignes et des lignes dans la programmation. Tandis que dans la programmation langage machine, il n'y a pas tout ça, c'est beaucoup plus simple et c'est 100 fois moins lourd. Donc, à cause de ça, j'étais obligé d'apprendre. Enfin, je considère que je suis obligé d'apprendre. Bon. Et quand cette pièce était terminée, c'était proche d'un polyphonique, je crois, ou un autre événement, et je l'ai présenté au Centre Georges Pompidou. Et j'ai eu de la chance, puisqu'ils ont présenté ça sur 10 écrans qui descendaient du ciel, et un grand écran devant. Et ça a eu du succès sur le champ. Je l'ai présenté ensuite en Hollande, en Autriche, en Hongrie, en même temps, puisque souvent, quand je considère que je fais un grand bond en avant, comme ce truc en ordinateur, je fais dans les deux langues, j'en fais deux choses, donc un en français et une autre chose, mais en hongrois. Donc du même avancé. Ça, c'est un poème cybernétique, tu peux dire, déjà. Pourquoi? Est-ce que c'est cyberpoème? Non, pas non. C'est un poème programmé sur ordinateur. Programmé. J'appelle ça des poèmes dynamiques. Dynamique, oui. Parce qu'il y en a qui appellent ça poème cybernétique. Non, je n'aime pas, puisque cybernétique, ça veut dire on veut péter plus haut que oui, ça. voilà. Bon. Oui, oui, c'est bien un poème programmé ou poème dynamique. Oui. Pour moi, le poème dynamique, ça prend tout, puisque dynamique veut dire qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus vite, d'autre chose qui est beaucoup plus lente. Donc il y a un espèce de mouvement dynamisme. Tandis que dans la poésie que nous connaissons, c'est du poème statique. Et la grande différence entre le dynamique et le statique est que l'un représente le futur et l'autre le présent. Peintre. Oui, donc là c'est 20 ans, ça fait 25 ans d'expérimentation là, pour la poésie dynamique. Et aujourd'hui, maintenant, les instruments, depuis 3-4 ans, permettent beaucoup plus, là, il y a une évolution. Beaucoup plus. Il faut dire que ces derniers temps, je n'ai pas trop programmé, puisque j'ai pris sur le bras de l'avant-garde hongrois de XVIIe siècle.
XVIIe, XVIIIe siècle, où ils avaient beaucoup de poèmes visuels. Dont Ah oui, ce qu'on appelle la poésie baroque. C'est non, ça, non? non, En non, Allemagne, on c'est appelle ça pas la poésie ça, baroque, non, 17e siècle. non, en Hongrois, c'est de poésie visuelle. Ah, visuel. Alors, Mais pour les Allemands, ils disent poésie baroque alors. Parce qu'ils sont c'est aussi l'époque- visuels. non, Ils ont les c'est deux, là. J'ai vu des c'est j'ai- l'époque baroque, c'est Oui, l'époque baroque. mais j'ai des poèmes, moi, visuels allemands, hein, aussi. Alors, si tu veux, le poème visuel Oui, hongrois de oui, 17e, oui. c'est, par exemple, tu as un poème classique, Hmm, mais les premières lettres de chaque vers, ensemble, donnent quelque chose, un nom. hmm, Au milieu, tu as une ligne qui donne une hmm, autre chose. À la fin, tu as une ligne qui donne encore autre chose. Bon, ce genre de truc, hmm. ça, c'est de la poésie visuelle, Bien puisque sûr, ce n'est bien qu'en sûr, visuel que tu peux bien sûr. le saisir. On ne peut pas le lire. Par exemple, je- puisque je suis en train de réfléchir que peut-être je devrais écrire un livre des structures et des règles de ce type de poésie. Le livre a été écrit, il faisait partie. Non, mais le livre générique, le premier livre générique là-dessus, est écrit par Dick Higgins. Oui, Pattern Poetry de l'Égypte au 19e siècle. jusqu'au milieu du 19e Exactement, voilà. Il a levé le lièvre. siècle. C'est ça, Voilà. il devait le dire. Voilà. Maintenant, il faudrait un livre dans chaque pays. Ben, Hein? la Hongrie, c'est fait. Voilà, c'est fait, c'est toi. Non. Non, ah non, c'est fait. Non, non, c'est fait. C'est un scientifique qui a fait des recherches pour des drames de curés du XVIIe siècle. Et il a trouvé un tas de points visuels, il les a mis de côté, et il a, d'ailleurs c'est lui qui a renseigné Higgins. Et donc on a fait une anthologie de cette poésie-là et la poésie visuelle de nos jours. Et ça fait 2 volumes. Et moi, personnellement, si tu veux, maintenant, j'ai fait une 50aine de poèmes avec ce type de règles. C'est-à-dire, il y a un poème dans lequel il y a des mots, des lettres, par exemple, gras au milieu qui fait une ligne au milieu. Ou bien il y a un dessin et il y a un texte lisible tout autour, mais ce dessin c'est une étoile et à chaque tige d'étoile il y a une lettre un peu plus grande, mais qui fait partie du texte. Et ensemble, eux aussi donnent un texte. Et on peut en avoir un autre ensemble qui donne. Et ça, c'est quelque chose, on appelait ça, je ne sais pas, la poésie n'est pas artistique, mais finement travaillée. Et actuellement, par exemple, je pense que certains, par exemple, il y avait des poèmes, des cubes, on appelait ça des kubus, en latin, que tu as une lettre au milieu et un tas de trucs tout autour, et mettons Sancta Maria, je prends ça. Tu commences à lire Sancta Maria, Sancta Maria, Sancta Maria. En partant du milieu, tu peux aller dans toute la sens et tu as toujours la même lecture. Il y a une chose que j'ai appris avec Estivals, que les approches historiques ne sont pas toujours bonnes. Oui. Puisque, entre autres, par exemple, pour la typographie, puisqu'il y avait, je n'ai pas parlé jusque-là de la société de bibliologie oui, Estival, voilà. de Robert Estivals, dont je faisais partie pendant un certain temps, et j'étais le chef de petit groupe de la typographie. Et on a fait des recherches scientifiques sur le caractère, etc. Et entre autres, on est arrivé à ceci que toutes les classifications des caractères jusqu'ici étaient faites sous l'angle de l'historicité. C'est-à-dire on prenait au fur et à mesure, dans le temps que ça s'avançait, on considérait que ça c'est des lettres comme ça c'est des lettres comme ça, mais c'est l'historicité qui a joué un rôle. Tandis que moi, Estivals était aussi dans le même sens, j'ai dit qu'il faudrait trouver, par exemple, si avec tel et tel caractère, je prends le gris d'une page. Le gris d'une page, c'est de photographier une page et sur la photo peut mesurer combien de gris il y a. Donc, par exemple,
de faire une classification de caractères selon les grilles de page. Alors là, ce n'est pas historique. Et donc, c'est la même chose que je pense avec les poèmes de l'époque. Si je vais commencer à dire que c'est des poèmes concrets, ce n'est pas historique. Tandis que si je dis que c'est du XVIIe siècle, comme les Allemands, les Baroques, etc., à ce moment-là, c'est historique. Et donc, j'ai fait une cinquantaine de poèmes. D'ailleurs, je commence à finir pratiquement un livre de ça, que je publierai probablement l'année prochaine, puisque je pense que c'est intéressant de ramener même de l'ancien quelque chose qui est actuel. D'ailleurs, pour reparler de Pattern Poetry de Higgins, qui a été une révélation pour moi. Oui, la thèse des années 80. C'était extraordinaire. 85, je crois à peu près, oui, c'est ça. 84. 84, oui, je l'ai lu à ce moment-là, oui. Et puisque... Moi aussi, c'est une révélation, extraordinaire. Ah, c'était une révélation. J'espère qu'on va pouvoir la publier en français. Puisqu'il donne tout ce que le monde a fait en poésie visuelle. Il ne donne pas tous, mais il donne un petit pont pour y entrer. Si tu veux, tu peux passer, tu peux regarder les Hébreux. Ou bien, par exemple, à penser à ça que Abélard était un poète visuel. Et lui, il le démontre. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et aussi qu'à partir de l'époque romaine jusqu'à nos jours, au fur et à mesure, il y avait partout et toujours des points visuels. Seulement, c'est pas ça qu'on enseigne à l'université. C'est d'autant plus extraordinaire qu'Higgins était à la fois éditeur de la Somme Signal Press, participant de la mouvance Fluxus. Dick Higgins. Oui, Dick Higgins, oui. C'est extraordinaire. Hein. Chercheur, poète, artiste, musicien, éditeur. Hein. Ça aussi, c'est fondamental, ça. Mais c'est peut-être comme les humanistes du XVIe siècle. Hein. Là, on revient à une chose qui a déjà existé. Les humanistes étaient... un homme comme Rabelais ou Leonardo, ils étaient aussi bien créatifs qu'historiques, généalogues, et tu vois, on peut dire sociologues et philosophes. Il n'y avait pas de séparation. C'était ça l'avant-garde. C'est ça l'avant-garde. Comme tu l'as dit, c'est une attitude globale d'ouverture. Hein. Et c'est une attitude envers des autres aussi. Oui, envers les autres, oui, qu'on est soucieux des autres. Alors, hein? Bon, si tu, par exemple, pour moi, mon œuvre, actuellement, j'ai 25 livres. C'est-à-dire, j'ai publié 25 livres. Actuellement, il y a un roman de 400 pages qui est chez un éditeur. Il y a les poèmes qui remettent un peu les poètes du 18e à la selle. Et j'ai, comment dirais-je, les textes normaux que je publie, enfin des poèmes normaux, des poèmes visuels en plus. Et en plus de ça, j'ai écrit toujours des textes théoriques. Actuellement, les textes théoriques, c'est probablement sur la poésie visuelle que je vais parler. Alors, des textes théoriques, j'ai publié 3 livres intitulés Avec l'œil d'un avant-garde ou Par l'œil d'un avant-garde, de la littérature, de la poésie, de la vie littéraire. Ça fait 4 volumes. Alors, j'aimerais te poser une ultime question, que moi j'appellerais In Memoriam Cassac. Cassac, toi, aujourd'hui. Il représente, je dirais, le père spirituel, puisque on a connu très peu Cassac physiquement, puisqu'il avait 77 ans, nous 20 et quelques années. Mais dès le départ, Magyar Műhely, par exemple, quelqu'un a fait une statistique, le nom de Cassac est dit là beaucoup plus de fois que de n'importe qui dans la revue. Cassac, puisqu'on parle d'attitude, c'est surtout l'attitude de Cassac qui nous touche, qui nous touchait toujours. Cassac est un homme dur, je dirais,
insupportable de temps en temps. Mais il avait il avait une ligne droite et il n'a jamais quitté cette ligne droite. C'est-à-dire aller vers le perfectionnement de son art, aussi bien peinture que littérature. Et il avait aussi cette ligne droite de faire du nouveau, de ne pas refaire ce que les autres ont déjà fait. D'où l'attitude avant-garde. Il a aussi d'aider les gens qui veulent venir vers l'art. Soutenir, par exemple, Moholy-Nagy, c'est grâce à Kochak qu'il existe, puisque c'est Kochak qui l'a pris dès le départ, un inconnu absolu, il a pris dans sa revue. Kochak, à l'âge de 20, à peu près 20 ans, je ne sais pas s'il avait encore des 20 ans, est parti à pied de Budapest à Paris. Il a fait toute l'Allemagne, il a traversé la Belgique, il a été attrapé une ou deux fois, enfermé pour quelques jours. Alors, par exemple, en Allemagne, il est parti sans sou, bien sûr. En Allemagne, il allait dans des villages où il cherchait s'il y a des juifs, puisqu'il a appris, comme il dit, le paternoster juif. Alors, qu'est-ce que c'est ce texte? Enfin, un prière juif. Et il se présentait dans des petites communautés juives en disant qu'il est juif et il vient de Hongrie et il va à Bruxelles. Si on pouvait lui donner quelque chose, il a commencé à prier le texte juif et on lui a donné 1 ou 2 marques. C'était pas beaucoup, mais c'était assez pour manger. Et il est arrivé à Bruxelles. Alors, à Bruxelles, il y avait tous les révolutionnaires russes. Et il allait dans tel et tel café, j'ai oublié le nom de quel café. Il y allait bien sûr, il a fait connaissance avec un tas de Russes, avec un tas de blonds, comme il dit. Et de là qu'il est parti à Paris, toujours à pied, et à Paris, et il a eu des contacts visuels extrêmement sérieux. C'est-à-dire, il considérait que Picasso c'était un immense peintre, qui n'était pas encore, comment dirais-je, plus publiquement dit. Et donc, et je crois que déjà à ce moment-là, il avait contact il y avait un Hongrois qui avait une galerie qui présentait les masques africains. Que à cette époque, tous les artistes en parlent. Et ça, c'était le propriétaire de cette galerie était aussi un Hongrois, Birman Imre ou quelque chose comme ça. Et donc, Kochak y est allé, même il a lu un poème, je crois, là-bas, et ils étaient assez mal reçus encore dans la rue, puisqu'ils étaient habillés un peu n'importe comment, mais il avait déjà le nez dans quelle direction il doit aller. Et donc, quand il est retourné en Hongrie, il a publié à droite et à gauche. Et en 1917, si je ne me trompe pas, il a publié la revue O Tête. 15. L'action. L apostrophe action. Le O, c'est L. Tête, c'est action. Et ça ressemblait beaucoup, évidemment, à la revue allemande. Comment il Action. Action, c'est ça. Et ça a marché pendant 2 ans, je crois, jusqu'à ce que la guerre envahisse Budapest. On l'a interdit, la publication de cette revue. C'est là qu'il s'est mis en tête de faire une autre revue, puisque ceci ne peut plus faire. Il a fait une autre revue, Ma. Oui, on l'a interdit en tête, puisqu'il a publié là-dedans des Français, des Suisses, etc. Et comme la Hongrie était officiellement en guerre avec ces pays-là, donc on ne peut pas laisser une revue littéraire publiée d'ennemis. Alors là, il a inventé le mot, où là, par exemple, pour la couverture, il a inventé que chaque couverture sera différente, faite par un artiste différent, juste un M et un A. Et c'est une série qui est très intéressante de voir, surtout quand on a la possibilité de voir les uns après les autres, comment les gens approchaient le problème. Et donc, il a fait paraître Ma, et il s'est mis, c'est juste un peu avant qu'il s'est mis en ménage avec Yolande, c'est ça?
avec sa femme et ils ont loué assez central à Budapest un grand appartement. Et c'était la rédaction de Maï. Il y avait une salle là-dedans qu'il louait de temps en temps où il faisait des expos. Et c'est là-dedans que le Parti communiste hongrois est né. Puisque les gens, les soldats, ils revenaient de Russie, qui étaient déjà envahis de bolcheviques, ils se sont retrouvés comme par hasard autour de Kochak, dans cette grande salle-là. Et il raconte dans un de ses livres que quand il est rentré le soir avec sa femme, on rentre dans la grande salle, et il y a Béla Kun qui est sur une chaise et il est en train de diction, de faire des dictions. Et un petit ouvrier à côté de lui, il le prend en main, camarade Kochak, ce soir, on fonde le Parti communiste hongrois. Et aujourd'hui, Kochak est vraiment considéré maintenant? Non, toujours pas. Je dirais... En Hongrie. Est-ce qu'il y a un magnifique livre, monographie sur Kochak en hongrois? Non. Oh, c'est fou ça. Mais disons, il y a beaucoup d'écrits sur lui. Il y a un musée Kochak. Il y a un musée Kochak, absolument. Il est considéré... Hein? Ah. Il est considéré comme... Il y a beaucoup d'œuvres. Hein. Pas en centre-ville. Il y a beaucoup d'œuvres. Ils ont réussi à... je sais qu'on n'a même pas encore un catalogue raisonné de l'ensemble de l'œuvre de Kochak. C'est fou. Hein. Donc, si il est considéré quand même comme un grand. Mais pas comme grand parmi les grands. Il est grand, tout simplement. Bon, quand on cite du XXe siècle, on cite 7 poètes, il est dedans. Mais quand on parle d'une manière générale, on l'oublie toujours. Il y avait une revue Occident, New God, qui est née au début du siècle, et c'est les écrivains et les poètes de cette revue-là qui sont toujours considérés comme les plus grands, les meilleurs, les plus beaux. Et c'est le NRF, oui, exactement, pareil. Même époque, même type d'approche. C'est étonnant. Oui, et tu me disais une fois que Kochak avait écrit aussi un livre de souvenirs, de mémoire extraordinaire. Très gros livre, très grand livre. Intitulé La vie d'un homme. Il a publié ça en 8 volumes. Ça fait 1600 pages à peu près. Avec ce bouquin-là aussi. Peu traduit, hein, à l'étranger. Il y a des petits mots. En français, en français, il y a en français, il y a un livre intitulé Le Vagabondage. Comme j'étais un jeune poète hongrois qui montait. Là, dans la vie littéraire hongroise, je passais souvent devant le public. Donc je lisais au début des poèmes, je lisais comme on dit classiquement. Et puis au fur et à mesure que le temps passait, je changeais d'attitude puisque je me suis rendu compte que... Et j'avais un poème que j'ai écrit en 64, qui est même toujours considéré en Hongrie que le premier poème sonore en langue hongroise. 64. Et ce poème, chaque fois que je l'ai présenté en une espèce de performance. Tu peux nous dire quelques mots comme ça? Voilà. Zenezug, zenebők, tűz, ég, puha tűz, vad, zenezug, bők, dob. Dob. Dob, 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 zene, dob. Tűz szó, kutya szó, síp szó, súr, peng, bong, zsong, buja, hang, bőgő, zenevug, dob, duda, 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 dob. Dob, dob, duda, dob, 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 duda, 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 dob. Bon, c'est un assez long poème.